Il était vent debout contre ce qu'on appelait, à un certain moment, le troisième faux penalty. Il a sans doute marché aux côtés des catholiques, de l'UDPS, on se souviendra du fameux 50-50, pour obtenir l'alternance. Le 24 janvier, aujourd'hui, ça fait 3 ans. 3 ans que l'ancien président partait en remettant les clés du pays à son successeur. J'ai l'honneur, hier c'était Jean-Marie Kassama qui est passé par ici, qui racontait ce qu'il a vécu lui aussi ces jours-là, ses émotions, mais surtout ses déceptions. Aujourd'hui, je reçois un de ceux qui étaient là, au cœur des contestations, des protestations. Il nous dira comment il a vécu ces temps, des brimades, des humiliations, des arrestations, aussi des tueries. Mais aussi les 3 premières années de Félix Tshisekedi au pouvoir, beaucoup ont l'air déçus. Pourquoi? Louis-France Kouzikessa, bienvenue. Merci Jean-Pierre Kaimbe. Bonne année. Bonne année. Hein? À toi aussi, on va se tutoyer quand même. C'est ça. On est amis depuis beaucoup de temps. Merci beaucoup. Comment ça va? Bonne année. La famille va bien. La famille va bien, Dieu aidant. Je voudrais commencer par vous te féliciter personnellement. Vous savez, Jean-Pierre, le contexte du paysage médiatique aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Monter une telle entreprise qui aujourd'hui attire l'attention particulière des Congolais en termes d'information et de communication, je pense que vous n'êtes plus moindre et vous devez faire usage de ces nouveaux statuts dont vous êtes revêtus sur le plan de la société pour continuer à bien faire ce travail. Je reconnais que vous avez changé d'adresse. La première adresse, c'est moi qui l'avais inaugurée. Oui. À la deuxième, je voulais que ça soit événementiel, au jour où nous aurons beaucoup plus d'éléments de langage. Et c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Quand je regarde, nous, à la balkanisation, nous l'avions tourné plusieurs fois dans des bars, dans la rue. Aujourd'hui, c'est une entreprise assise, Jean-Pierre Kaimbe. Il faut y penser. Merci. Merci beaucoup. Droit au cœur, Louis-France. Il est lui aussi patron d'entreprise CML TV. Il faut que j'avoue que c'est l'une des télévisions modernes que nous avons ici. La fierté congolaise, en fait. Félicitations pour le travail que vous faites. Tout va bien là-bas? Oui, tout va bien. Tout va bien à CML. Vous savez que nous continuons le travail. CML 13, par la grâce de Dieu, nous avions totalisé les exploits. BlueSat nous a envoyé ces statistiques annuelles. Comme deuxième chaîne la plus suivie dans la ville de Kinshasa après Télé 50. Ah, vous les méritez. Alors, surtout que vous avez des débats enrichissants, variés. Il suffisait de mettre un peu de professionnalisme, un peu de modération, d'équilibre dans ce que l'on faisait. Je pense que le Seigneur nous aide encore de manière à ce que nous puissions aller dans le rêve que nous imaginons le plus possible. Bon vent donc à CML 13. À ceux qui sont abonnés ici, n'hésitez pas à faire un coup d'œil là-bas. Et à ceux qui sont abonnés là-bas, ils doivent faire... Absolument, voilà, parce que c'est... C'est la famille. Le professionnalisme surtout. Voilà. Nous sommes le 24. Je n'ai pas besoin de vous demander qu'est-ce que ça vous rappelle, c'est connu de tous. Mais moi, je voudrais ici, non pas commenter ce que nous voyons maintenant, mais revenir un peu plus en arrière. Avant cette date, les 2 dernières années de Joseph Kabila au pouvoir, les contestations, vous avez marché pendant ce temps, c'est vrai? Jean-Pierre Kaimbe, j'ai l'audace ce jour de le dire parce qu'il faut toujours rappeler l'histoire. Que je suis parmi le rédacteur du statut de la jeunesse du rassemblement. Ok. C'est une histoire que vous pouvez voir Maître Laurent Ochumbe, vous pouvez voir David Moukeba Kalengai, il est encore vivant, conseiller du président de la République. Conseiller spécial en matière des infrastructures. Vous pouvez voir José Kadiman, lui il venait en vol de l'ICSA. Vous pouvez voir mon ami Honoré Mvoula, qui revenait de Sessanga à l'époque. C'était des jeunes, c'était nous qui avions réfléchi sur les statuts et règlement intérieur de la jeunesse du rassemblement. Le RASOP. Le RASOP. Et j'ai quand même l'audace pour le rare fois que nous avions rencontré, parce qu'à cette époque, moi, je n'avais pas encore commencé le métier, rencontrer Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement, j'en sais quelque chose. Et je dois être l'homme le plus déçu ce jour du comportement de gestion de Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement. On va parler de la gestion. D'abord, est-ce qu'au sein du Rassemblement, vous étiez convaincu que Kabila ne quitterait pas le pouvoir? On était convaincus. Parce qu'il y a eu des signaux, des dictatures,
des actes de liberticide, de démocraticide, qui étaient, je dirais, contestés à cette époque-là. Plusieurs ont fait la prison pour ça. Je reconnais, à l'époque, on nous a surpris dans la concession de Adam Bombole, à Bakayaou. C'est là où on a arrêté plusieurs jeunes. D'autres ont été arrêtés à la place Indépendance de Kassavubu pour des organisations de marche de contestation. Pourquoi on se disait que Kabila ne partira pas? Parce que, vous savez, les actes performatifs de langage dans une gestion voudrait que, à chaque moment que le président se prononce, en Afrique, que le président se prononce sur les éventualités électorales. Cela veut dire qu'à chaque année, dans le discours sur l'état de la nation, parmi les secteurs qui doivent être garantis au peuple, ce sont des secteurs électoraux. Le président a le devoir de dire ce qu'il pense et surtout que dans ces contextes, le rassemblement est né dans un contexte du fin mandat de Joseph Kabila. Mais il disait tout le temps qu'il respectera la Constitution. Bon, respecter la Constitution, entre les dire et les faire, on avait besoin de marier les actes. 1. On est arrivé en 2015, il n'y avait pas de moyens déboursés à la CENI pour l'organisation des élections. 2. Il y avait des contestations, vous savez, Jean-Pierre Kayembe, que les lois électorales ou le soubassement juridique qui organise les élections sont de droit consensuel. C'est-à-dire l'opposition et la majorité et la société civile doivent s'unir pour dégager les consensus. En 2015, il n'y avait aucun consensus. La loi a été votée de manière unilatérale. L'opposition n'avait pas une participation active dans les esprits de l'élaboration de lois. En ce moment, c'était des craintes légitimes pour dire, comme nous ne participons pas dans le débat, on veut parler de la machine à voter. On sent qu'il y a beaucoup de problèmes qui garantissent soit le troisième mandat de Joseph Kabila, et je vais vous donner les éléments de langage. Le motif du départ du G7 était un signal clair pour le troisième mandat de Joseph Kabila, entre autres, troisième penalty, entre autres, la deuxième déclaration que vous lirez d'ailleurs dans l'acte constitutif du G7. Il y a eu 4 lettres adressées à Joseph Kabila comme président de la République par le collège du G7. Rappelons ceci. Nous avions écrit au président de la République et nous sentons que il n'y a pas respect, je voulais dire, des élections en RDC. Nous voulons que le président nous reçoive pour discuter des questions électorales. Et n'ayant pas obtenu gain de cause, nous devons partir. Et nous avons tiré conséquence. Quand le G7 est parti de la majorité présidentielle, pour l'opposition, c'était un autobus. Et l'ensemble de ces craintes légitimes-là ont amené l'opposition à contester contre Kabila pour l'amener finalement à se prononcer. L'homme est resté mythique, vous le savez. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il ne s'est pas prononcé. Gloire à Dieu, il y a eu organisation des élections avec un dépassement de 2 ans. Il y a eu Tchibala, Badibanga. Pendant les 2 ans, on a eu Rossi Mukendi, Thérèse. C'est des morts qu'on pouvait éviter. Des morts qu'on pouvait éviter si on les savait. Okay. Mais c'était difficile de savoir ce qui devrait se passer demain. Quand vous dites si on le savait, c'est-à-dire si vous savez que Kabila avait réellement l'intention de quitter le pouvoir, on n'organiserait pas de contestations. Mais il y a aussi une question à se poser. Okay. Est-ce qu'il a organisé les élections sur base de ces contestations? Est-ce que la mort de Rossi Mukendi et de Kapangala ont participé à l'organisation des élections? Ce sont des questions à se poser. Si je voulais poser, moi. Comme ça relève du mystère analytique, je vais donner une brève réponse. Ouais. C'est que il faut plus faire que parler dans la gestion de l'État. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler, vous avez besoin de faire. En principe, nous devons juger les actes. Voilà pourquoi... Donc Kabila n'avait pas tort de garder silence. Kabila, d'abord, ce n'est pas un problème de tort ou raison. Kabila, de sa nature, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Okay. Et pousser Kabila à beaucoup parler, c'est nous, les rassemblements qui l'avions fait. De dire, il faut qu'il parle. Comme l'homme avait ses intentions à lui, mais nous, à notre niveau, nous avions fait de ces intentions la crainte légitime politique. De dire, écoutez, c'est comme s'il n'a pas intention, nous devons aller en bras de fer. Et la force du rassemblement est venue avec le G7, et c'est le G7 qui nous a décrit la personne de Kabila. Parce que un homme comme Etienne Tshisekedi
ne pouvait pas bien connaître Kabila. Un Il homme comme n'a pas Félix Tshisekedi fréquenté, oui. ne pouvait pas connaître Joseph Kabila. Tout ce qu'il y avait au sein de l'IDP, c'était des suspicions, c'était des discursifs, c'était des logorées sur quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Ceux qui nous ont donné réellement les profils de Kabila, c'est le G7. Entre autres, Charles Mondo Simba, paix à son âme, qui nous a décrit la personne de Kabila comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous connaissez à l'époque dans de quel contexte on accordait les bureaux de l'Assemblée nationale. C'était des bureaux politiques qui revenaient de droit aux premières forces ou aux personnalités politiques de la majorité présidentielle à l'époque, Alliance AMP. Vous prenez Pierre Lumbi au Congo, conseiller spécial de Joseph Kabila en matière de sécurité. C'est comme François Beya aujourd'hui. Ouais. Donc, quand Pierre Lumbi vous parle de Kabila, c'est des choses qu'il ne fallait pas négliger. Il disait ceci, je vais rappeler, que cet homme, si ce n'est pas une pression, il ne reculera pas. C'est un homme dur et ferme. Et tout en étant conseiller spécial de Joseph Kabila, nous ne connaissons pas très bien cet homme-là. Alors, dans tous ces cas-là... Est-ce qu'en organisant les élections, il a cédé à la pression ou c'est arrivé parce qu'à ce moment-là, on a eu un peu plus de moyens? Je vais faire une petite étude d'ordre international. Vous savez que les questions électorales en Afrique sont des questions qui relèvent, de relations internationales, du droit public international, de la politique internationale et du droit interne. Vous constaterez, je vais vous illustrer. Oui. Kagame a franchi combien de mandats sans être inquiété? Et il sera au pouvoir jusqu'autour de 2034. Vous prenez Paul Biya au Cameroun. Au Cameroun. Vous prenez, n'est pas aller loin, Sassou Nguesso. Vous prenez, qui encore je vais citer le vieux dictateur africain. Vous pouvez ajouter la liste. Ouattara. Il y a eu Ibeka, il y a eu aussi... Voici le contexte. Jean-Pierre Kayembe. Alpha Condé en Guinée. La plupart dans mes recherches, je certifie que 90% des constitutions congolaises sont issues de la France et de la Belgique. Du régime juridique français et du régime juridique belge. Ces régimes juridiques-là prévoient 2 mandats. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est comme si c'était devenu universel et nos constitutions ont tiré une seule origine, une même source de droit. Mais regardez la conséquence. Il y a maintenant 2 poids, 2 mesures. Lorsque Paul Kagame révise l'incise de la Constitution prévoyant l'article 70, 70, je vais rappeler ici, disposition à l'appui sur table, les mandats du président une seule fois, renouvelable une seule fois, 5 ans renouvelable une seule fois, et l'organisation du scrutin intervient 90 jours avant la fin du mandat. Donc dans les 5 ans, le président s'organise à jeter le bas sur le processus, 90 jours avant, il en termine. Mais cette disposition a été révisée. C'est une disposition que vous lirez à l'article, je crois, 205 de la Constitution rwandaise. C'est à peine 93, 94, n'ont pas encore vérifié, de la Constitution congolaise d'en face. Mais ces dispositions ont été révisées. Il n'y a eu jamais une décision internationale, notamment. Jamais, pas de sanctions. Pas de sanctions. De l'Union européenne, des États-Unis. Pas de résolution. Mais ici, en RDC, moi, mon travail de fin de cycle en licence, j'ai parlé de l'implication de cette communauté internationale sur la crise politique en RDC. Okay. J'ai recensé 45 résolutions dans mon travail de fin de cycle. 45 résolutions contre le régime de Kinshasa sur une tentative de révision de la Constitution, précisément aux dispositions tangibles. Et que le concept tangible, la tangibilité même constitutionnelle, n'est pas né du Congo, n'est pas né de l'Afrique, est né de la France et de la Belgique. Okay. Donc, on a interdit à Kabila de réviser la Constitution et on l'a autorisé ailleurs de réviser et aucune résolution. Voilà pourquoi je disais. Est-ce qu'il y a eu une tentative de révision constitutionnelle ici chez nous? Bien sûr. Vous lirez le livre de Bouchab. Bouchab a parlé de ça. Entre la révision constitutionnelle et l'unanimation de la nation. De la nation. La première tentation. Deuxième tentation. Ici, je voulais parler, quand vous lisez Patrick Charodeau, il parle de l'intentionnalité communicationnelle. Il dit ceci. En Afrique, si vous voulez comprendre la position du leader qui ne parle pas,
il faut faire la nuance des éléments descriptifs de ses collaborateurs. Si vous voulez comprendre la position de Joseph Kabila aujourd'hui, il faut comprendre ce que dit Shadari, il faut comprendre ce que dit, qui encore, qui peut entendre rester proche Mova, Minakou, Mova, Minakou, tout ça. ceux qui sont restés proches de Joseph Kabila. Quand ils vous disent, c'est un langage qui est directement lié. Sinon, si ce n'est pas lié, vous entendrez des démentis. Mais en tant que politique, ils ont la liberté de réfléchir. La liberté par exemple, qui doit respecter la ligne. Jean-Pierre Kayembi n'existe. La rébellion politique en Afrique n'existe pas. C'est en France où vous allez prendre que vous pouvez contredire votre président. Cela n'est pas le problème. Ok. Lorsque on a pris M. Birindi, il y a des gens qui oublient l'histoire, Jean-Pierre. Moi, je n'ai pas la culture. Jean Mirindi. Jean Mirindi, qui a organisé des forums avec le moyen de l'État. Je voulais donner la source des moyens ici. C'est l'argent qui était venu du PPRD. Pour dire, organiser des forums, pour jauger l'attention. Est-ce que si on peut réviser la Constitution, qu'adviendra-t-il? En soi, Joseph Kabila n'avait pas l'intention. Je vais vous citer les gens qui ont poussé Joseph Kabila à avoir l'intention de réviser la Constitution, qui n'avait jamais donné l'aval. Obin Minakou. Ah bon? Une initiative, une proposition de loi existe dans les tiroirs de l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui. 2. Kengo Adondo. Kengo voulait que Kabila obtienne un troisième bail. La révision de l'article 7-9 de l'ancienne loi électorale. Vous ajoutez encore Bochab. Je ne vais citer que le 3. Pas en mal, hein. Nous sommes en train de parler de l'histoire. C'est le débat, c'est l'histoire du pays, oui. Moi, je ne viens pas à la télé à un certain niveau de responsabilité, commencer à dire tel a volé, tel n'a pas volé. Ce n'est vraiment plus ces débats, ça, il faut laisser à la rue. Ils ont dit à Kabila ceci à l'époque. Tu ne peux pas à ton âge quitter le pouvoir parce que tu n'auras plus rien à faire. Et si toi tu quittes le pouvoir, qu'est-ce que nous deviendrons nous? Kabila était otage de ses ouailles? Absolument. Kabila a renvoyé 3 fois ses collaborateurs pour aller réfléchir sur cette question. Et à l'époque, la mission a été confiée à Mende, la mère qui est vivante. Qui est maintenant à l'Union sacrée. Qui va nous regarder, on va parler de cette histoire de l'Union sacrée certainement. Il dit, je crois que nous nous sommes séparés en queue de poisson. Allez réfléchir pour me dire quel est l'intérêt que nous avons pour réviser la Constitution. Ça signifie que lui-même n'était pas intéressé, mais il était plutôt poussé par ses fidèles partisans. Il était poussé parce que, je vais vous rappeler l'histoire. Quand Kabila entre au pouvoir, vous savez Jean-Pierre, moi j'étais l'homme le plus hostile à Kabila, vous le savez. Quand Kabila entre au pouvoir, mais j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses hein, quand vous êtes président, parce que moi je suis candidat président de la République, pas beaucoup, mais il y a des choses qu'il faut apprendre de Kabila. Je vous les dirai à la fin. Les notions de leadership. Okay. Quand Kabila entre au pouvoir avec beaucoup de lacunes politiques. Parce qu'il faut délier entre l'armée et la politique. Ouais. L'armée elle-même qui est apolitique fait partie de la politique. Ouais. Mais la politique ne fait pas partie de l'armée. L'armée a sa politique à elle qui est armée, mais elle est intégrée, elle fait partie de la politique. Mais regarde la nuance. Kabila entre au pouvoir. Pendant 6 mois, Kabila n'a jamais parlé. Kabila ne faisait qu'écouter. C'est ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait. Kabila appelle Sambaraputo pour telle question, comment tu trouves? Non, je trouve ceci, 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 il note. Tu pars. Il appelle tel. Comment tu trouves telle question? Il va recenser le point de vue de tout le monde pour comprendre qui veut quoi. C'est en ce moment qu'à la fin, Kabila est venu dire vers 2015-2016, je crois, que je n'ai pas eu 15 collaborateurs. Je vous dirai dans quel contexte Kabila l'a dit. Et donc, moi je ne suis pas kabiliste, je ne le serai pas non plus. Ça c'est l'histoire en fait. Je suis en train de décrire au fait, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il y a quelqu'un qui est à la tête du pays, il faut rappeler l'histoire. Enfin, Joseph Kabila a écouté ses collaborateurs et avait toujours besoin d'appliquer ce que les collaborateurs voulaient dire. Voilà pourquoi vous comprendrez que les 3 premières années, Kabila n'a pas géré, ce sont les collaborateurs qui géraient. Vous apprendrez l'affaire du gouvernement parallèle avec qui, comment il s'appelle, celui qui est mort, paix à son âme. Avec Katumba Mwake. En fait, Kabila voulait, à l'époque,
cacher ses insuffisances, faire promouvoir les connaissances des autres dans les différents domaines politiques. Et avec le temps, il a appris. Quand il apprend, il applique sa politique. Voilà pourquoi la majorité présidentielle et la famille politique, il y a plus les mécontents possibles. On va évoluer, lui, France Kouzi-Kessa. Le soir où Nanga proclame Tshisekedi vainqueur des élections, tout le temps de la campagne, est-ce que vous avez vu ça venir? Bon, d'abord, en Afrique, il y a eu une incise que je ne vous ai pas ajoutée, les pesanteurs d'ordre international sur la participation effective des élections en Afrique. En fait, les élections en Afrique relèvent du dictat international. Si un président a coupé les fils des connexions politiques internationales avec l'Occident, entre autres les 5 membres permanents siégeant au Conseil, au conseil permanent des Nations Unies, ce président-là est déconnecté du boussole international. 2. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les acteurs géostratégiques du monde. Ce sont eux qui décident qui mettre où. Mais vous comprendrez que Kabila a été déconnecté de ces réseaux. Il a fait les choses à sa manière. Conséquence, si Kabila n'avait pas organisé les élections, il mourrait. Oui. Contrairement à Paul Kagame, qui est aujourd'hui lâche-botte, si vous voulez, excusez-moi, qui est aujourd'hui, qui vit sous les mamelles politiques internationales de l'Occident. Il applique la vision dans sa version primaire de l'Occident, dans son pays. Mais Kabila organise quand même les élections sur fonds propres. C'est ce que Kabila n'a pas fait. Ouais. Kabila a été déconnecté et il a été exposé. Il s'est déconnecté ou il a été déconnecté? Non, il s'est déconnecté. Parce qu'il y a plusieurs dictats d'ordre international que Kabila n'a pas appliqués. Il avait son discours un peu plus souverainiste. Je peux vous ajouter, je peux vous dévoiler une chose. Oui, allez-y. Pascal Nyembo Muyumba va au Rwanda, récupère les minéraux volés nuitamment par le pays de Paul Kagame, ramène ça ici. Kagame appelle Kabila, lui dit, je ne voudrais plus voir ces garçons. Kabila dit non. Il a dit non. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans un État. Un État, ce sont des normes, ce sont des règles. Nyembo est encore vivant. J'imagine si c'était aujourd'hui. Or, ces minéraux n'allaient pas au Rwanda. Ces minéraux, en principe, allaient traverser pour la Belgique et la France. Et Kagame n'a fait que relayer les points de vue. Je vous ajoute un élément. Les métiers contractuels, les contrats entre les Occidents. Kabila a coupé 50 contrats avec les États-Unis d'Amérique que Mouzé a laissé Mobutu. 50 au total. Kabila a coupé les fils de connexion contractuelle avec la Belgique, avec la France. Il s'est rallié en Chine. Aux Chinois, aux Russes. Aux Russes. Or, vous connaissez la guerre qu'il y a aujourd'hui entre la France, la Belgique et la Russie. Même les États-Unis d'Amérique. Donc, il se déconnecte et s'expose en même temps. Il se déconnecte, il va ailleurs, mais vous comprendrez que la puissance de ce qu'on appelle les acteurs géostratégiques et la puissance, l'appareil comparatif avec les acteurs pivots géopolitiques, dont la deuxième catégorie de la puissance internationale ne s'équivalait pas. Pour preuve, les Chinois peuvent être puissants aujourd'hui, mais ne peuvent pas s'équivaloir avec les Américains. Et les Américains ont fait bloc. Pour preuve, ils ont dit à Kabila, tu continues les marchés, voilà pourquoi c'est là où est né le marché, comment, le truc sino-congolais, le truc avec les Libanais, avec tout. Parce que Kabila, il n'y avait plus d'investisseurs européens ni américains. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des conditions. Première condition, c'est le partage des minéraux de la RDC qui est bradé aujourd'hui. À l'époque, il y avait exploitation illégale des ressources naturelles du temps de Kabila. Nous avions décrié. Mais le pourcentage a 4 fois doublé que du temps de Tshisekedi d'aujourd'hui. 3. Aujourd'hui, quand nous parlons même de l'organisation des élections, nous faisons allusion à l'intérêt que les Occidentaux peuvent avoir vis-à-vis des résultats du candidat. Il y a des candidats que les Occidentaux n'accepteront jamais. Il faut accepter les maillots faibles. Vous aviez la question? Est-ce que la question c'était, d'abord le soir là, quand Nanga proclame Tshisekedi vainqueur, vous-même vous étiez où?
Moi-même, j'étais à Kikwit. Ok. Quand ça bardait, j'étais présent à Kikwit. À Sabarda, Kikwit. À Kikwit, ça fait 6 morts. On s'en est pris... Plusieurs blessés, les actes de vandalisme, d'extorsion. On dit que c'était plutôt les Kassaïens qui étaient victimes. Non, non, c'est le peuple. Ah, le peuple. C'est difficile de savoir qui est Kassaïen, qui est du Bandundu. Vous savez, moi, mon père disait toujours que le Congo est très fragile. Il y a des discours aujourd'hui que vous apprenez de certains leaders qui ne peuvent plus passer. Je vais vous rappeler, Jean-Pierre Kayembe, vous connaissez les affinités que vous avez avec moi. Vous êtes du Kassai, je suis du Bandundu. Imaginez qu'un discours tribal intègre. Où mettrons nos familles? Où mettrons-nous nos enfants? Évidemment. Nos coopérations. Il ne s'agissait pas des Kassaïens et les gens du Bandundu. Il s'agissait du peuple. La population. Il y a eu Pour preuve, 90% des gens qui en veulent la Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est les Kassai. C'était des pro-Fayoulou contre des pro-Tshisekedi. Non, non, le peuple a été convaincu qu'il y avait tricherie électorale. Ah, ok. Parce que vous savez, Jean-Pierre Kayembe, il y a deux dimensions de détecter la tricherie dans un État en démocratie classique. 1. Le peuple en allant voter, à la veille des élections, il y a déjà un engouement qui se crée autour d'un candidat. Les élections en Afrique s'analysent pas seulement dans une dimension juridique, mais dans une dimension sociologique aussi. Il y a des candidats, quand il sort, vous vous dites qu'il a triché. Comme Félix Tshisekedi. Par exemple. Vous demeurez convaincu qu'il n'a pas gagné de la bonne foi, de la bonne façon. Lui-même est convaincu. Lui-même l'a dit plus d'une fois. Quand quelqu'un vous dit que malgré les irrégularités qu'il y avait dans les chefs des élections, qu'est-ce que vous appelez irrégularité? Je vais aider, il faut faire la petite balise terminologique du concept irrégularité. En droit électoral, parce qu'il existe un droit électoral où tous les concepts de droits électoraux où les droits électoraux sont définis. Quand on parle des irrégularités procédurales dans le processus électoral, passez-moi cette petite pathologie, on parle de la tricherie, de la fraude, de la corruption. Des irrégularités, ça peut être aussi l'organisation matérielle qui n'était pas au point, les bulletins qui ne sont pas arrivés. Quand déjà vous avez un matériel qui vous a aidé, vous, à obtenir le voix, mais bourré, vous pensez que ça peut être quoi? Parce qu'on n'avait pas dit qu'il y avait panne. Il y a eu irrégularité. Irrégularité a un caractère moral, d'abord. Toute irrégularité a un caractère moral en droit électoral. Donc, si le président lui-même a reconnu, il n'y a pas que ça. Quand vous organisez les élections, il faut, ça c'est conformément à notre loi électorale en vigueur, je crois qu'il n'est pas encore révisé, il faut que les résultats reviennent du bureau par bureau de compilation. C'est sur base de ça que vous faites la sommation des résultats. Vous imaginez quand, pendant les élections, moi j'étais à Païkongi là chez moi, je suis allé superviser le processus en ma manière. Je voulais aller voir comment les élections s'est passées en province. Jean-Pierre, vous étiez dans les bureaux climatisés ici. Moi, j'étais au village. Je voulais avoir des informations sur le processus électoral parce que c'était une année d'espoir pour le peuple congolais. Kabila ne s'est pas présenté. C'était un acquis. Donc pour nous, on avait besoin d'avoir un candidat pour concrétiser les rêves du peuple congolais parce qu'on s'est battu pendant. Mobutu, Mouzé est venu, il n'y avait jamais élection démocratique. En 2006, Kabila organisait les élections démocratiques dans les conditions que vous connaissez, avec tricherie. Vous savez qu'en 2006, c'est Etienne Tshisekedi qui a été, Jean-Pierre Bemba qui a été élu. En 2011, ça, moi, je ne le sais pas. Moi, je vous l'ai dit, vous pouvez prendre ça pour dit. On a proclamé Joseph Kabila. En 2011, Etienne Tshisekedi a été élu. On a proclamé Joseph Kabila. En 2018, Fayoulou a été élu. On a proclamé Félix Tshisekedi. Chadari. Ce n'est pas un péché pour des gens qui aiment la vérité. Il faut accepter la vérité. Seulement, vous avez appris à un certain moment un discours à l'île des pestes du genre, bon, nous sommes frères, les vins tirés, il faut les boire. Il ne faut pas déchirer les pays à cause des conflits. Continuons seulement. C'est un aveu. Il y avait des choses. Est-ce que Chadari n'avait pas les bons profils pour remporter ces élections ou carrément la diabolisation était tellement forte qu'il ne pouvait pas, ou plutôt il a été desservi par le bilan de son maître, son mentor? Deux éléments à dégager dedans.
Le processus électoral demande des critères seulement pour être candidat crédible. Le principe de la réputation politique. Je l'ai intégré dans ma proposition de loi portant éthique et déontologie politique. La réputation politique du candidat lui-même. Vous ne pouvez pas prétendre gagner les élections si vous avez un problème de réputation. Chadari avait un problème de réputation. De réputation. L'histoire de ceux qui va finir maman nayo. Il n'y a pas que ça. L'homme est distingué. C'est comme un kabound de l'IDPS, comme a dit Péperdé. Vous voyez, coup sur coup. Voilà. Vous voyez le charisme d'un homme d'État. Chadari ne l'avait pas. Or, nous étions issus des blessures politiques avec Kabila. Déjà, le 18 ans, les gens ont tellement revendiqué que tout ce qui venait de Kabila, les gens croyaient que c'était noir. Alors, Kabila avait fait un très mauvais choix de présenter un candidat qui avait un problème de réputation politique. Deuxième critère, c'est la réputation de la famille politique. C'est deux éléments. Vous devez vous-même être crédible et votre famille politique vous présente doit être crédible. Ce qui n'était pas le cas. Nous avons été emportés par un mensonge cousu de croire que, parce que nous avions accordé la crédibilité à l'UDPS sur base de la construction du rassemblement. En fait, l'UDPS a joui de la crédibilité du rassemblement. Ce n'est pas l'UDPS qui incarnait la crédibilité au regard de son passé. C'était l'arrogance que vous avez entendu notre frère Augustin Kabouya dire, nous avions mobilisé, c'était de l'arrogance ostentatoire qui a marqué des autobies. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église catholique ne peut plus s'asseoir avec l'UDPS. Ah oui, c'est vrai, on a vu à la dernière messe. Jean-Pierre Kambe, quand moi je vous fais des révélations, il faut prendre ça comme des choses crédibles. L'UDPS ne sera plus jamais sur une même table avec l'Église catholique à cause d'arrogance, à cause de ce qu'on appelle la mégalomanie. Mais la folie des grandeurs. Vous pensez que Fayoulou a gagné? Fayoulou, jusqu'avant Genève, il avait la réputation d'un politicien local, disons essentiellement quinois. Pouf, après Genève, il revient totalement gonflé et jusqu'à être porté dans les fins fonds du pays. Quel était son secret? Comment s'est-il retrouvé tout aussi ragaillardi en un temps record? Je vous ai dit ici, Jean-Pierre, d'abord, Fayoulou n'avait pas une base. Fayoulou n'avait pas des élus. Fayoulou n'était pas célèbre. Fayoulou n'avait pas les critères qui pouvaient faire de lui un candidat de cette hauteur. Mais Fayoulou s'est reposé, la candidature de Fayoulou s'est reposée sur ces deux éléments que je viens de vous évoquer. Les principes de la réputation politique de l'individu d'abord lui-même. Fayoulou, c'est le seul politicien congolais, depuis qu'il a commencé la politique, est resté à l'opposition. Il n'a jamais bénéficié d'une ordonnance. Bon, ça ne signifie pas que n'ait pas bénéficié d'une ordonnance. Non, c'est un élément. Vous savez... À l'Assemblée provinciale, il était quand même au groupe parlementaire du pouvoir. Nous parlons de l'histoire politique de l'Afrique. Tout pouvoir en Afrique est toujours regardé de mauvais œil. Personne ne peut te dire qu'en Afrique, le peuple a déjà acclamé un régime. Le régime, on considère que quand les Africains entrent au pouvoir, c'est pour leur ventre, c'est pour leurs intérêts. Et la crédibilité, c'est à l'opposition des gens qui combattent ceux qui ont le pouvoir. Fayoulou et Tshisekedi qui étaient crédibles. Non, mais vous ne pouvez pas comparer Fayoulou et Tshisekedi, non? Vous voulez vraiment la vérité, Jean-Pierre? Vous allez la supporter? Tshisekedi était porté par un parti puissant. Est-ce que vous allez supporter la vérité ou non? Ici, nous acceptons tous les coups, sauf des insultes. Non, moi je ne peux pas insulter. Évidemment. Déjà vous savez. Oui. Et je ne peux pas tomber dans les infractions non plus. Parce que je suis très verrouillé dans mon langage, au point que tout ce qui est de la vie privée, de la vie intime de quelqu'un, je ne touche pas. Je ne regarde même pas. Moi, je regarde ce qui est public. Nous avons appris que l'argent qui a enterré le docteur Etienne Tshisekedi, paix à son âme, notre cher papa, 350 000 $ a été venu de Joseph Kabila. Tshisekedi, on l'a enterré après... 350 000 $. Cet argent est venu d'où? Du pouvoir. Or, nous savons la relation qui peut y avoir entre l'opposition et le pouvoir. Ces réseaux relationnels-là. Deuxièmement, j'ai reçu India Omari sur mon plateau qui a fait ces révélations-là. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs billets de gens de l'IDPS. C'est le pouvoir qui payait.
Ils ne sont pas Il y a eu ennemis, plusieurs rencontres nocturnes, non. Vous savez, Jean-Pierre, hein, en théorie de négociation, pour que les adversaires se rencontrent, il faut 3 éléments. Il faut l'objet à discuter. Il faut le cadre. La théorie du cadre. C'est dans quel cadre on discute. Okay. Et puis il faut un médiateur. Quand vous êtes rivaux ou vous êtes adversaire, vous vous retrouvez dans un coin nocturne, c'est de la corruption. Alors, dans ça, vous aviez posé la question sur la crédibilité entre Fayulu et Tshisekedi. Mais j'ai posé à Jean-Marie Kassamba la question sur mon plateau, vous savez, l'émission. À quelle hauteur Fayulu? Moi, je ne viens pas faire ici l'apologie de Fayulu. Oui. Vous savez que je ne serai jamais fayuliste, je n'en ai pas besoin, je n'en ai même pas l'intention. On analyse l'actualité. Je ne le rencontre même pas. Je ne vais même pas à Faden, pas du tout. Ok, c'est acté. Je n'y vais pas. Si je peux y aller, la dernière fois que je suis allé à Faden pour une fois, c'était dans une émission avec Paulette, quand elle tournait encore là-bas. Deuxièmement, dans un mariage de Maître Blanchard Mongomba. C'est 2 fois que je vis Faden. Fini. Mais, on n'a aucun soupçon sur la corruption de Fayulu avec le régime. On n'a jamais eu des indices de soupçon que Fayulu avait quand même perçu à telle hauteur. Mais avec l'IDPS, on en a autant. C'est pour autant que... Deuxième élément. C'est cette trahison qu'il y a eu à Genève, vous savez. À Genève. Tshisekedi a dit qu'il a été envoûté. Voilà. Tout en disant que le candidat crédible, c'est Fayulu, lui-même se présente candidat. Alors, on se pose la question du syllogisme en logique formelle. Si vous dites dans une adversité électoraliste, vous dites que le candidat crédible, c'est tel, et que vous êtes candidat, donc vous-même, vous n'êtes pas crédible. En fait, nous donnons l'essence aux éléments de langage. Comprendre aussi en même temps le contexte. Mais Tshisekedi élu, il s'aimait avec Kabila, il divorce, crée l'union sacrée. Ainsi, on entre dans la phase de bilan. 3 ans après. S'il vous avait été demandé, Louis-France Kouziki, ça décoté, monsieur notre président, sur 10, combien lui donneriez-vous? Vous ne pouvez coter que celui qui a présenté l'examen. Comment quelqu'un qui s'est absenté ou qui n'a pas présenté l'examen, vous allez les coter? Cette fois-là, les cotes que vous donnez, vous les prenez où? Il a géré pendant 3 ans. Oui, c'est ça. Vous pouvez participer au cours sans présenter l'examen. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Je voulais dire concrètement que nous ne pouvons pas parler à ce jour du bilan du président Tshisekedi si au préalable, il ne nous a jamais dit c'est sur base de quoi il a géré. Ni vision, ni programme. C'est là qu'on devrait discuter. D'abord, Jean-Pierre. Il avait un programme de campagne sur Comment ça s'appelait déjà? Comment ça il a été élu. Comment ça s'appelait? Qui prévoyait la mobilisation. Comment ça s'appelait? C'est moi qui pose des questions ici. Oui. Et je ne connais pas non plus comment s'appelait son programme. Mais comment déjà un journaliste de ta carrure, tu ne connais pas la vision d'un président, mais vous demandez son bilan? C'est compliqué, c'est mythique. Sous les bois, on dit sa vision, c'est le peuple d'abord ou l'état de droit. C'est combien? Ça fait 2. On ne peut pas être élu sur base de 2 programmes au même moment. Il faut choisir. Alors, il faut le côté. Quelqu'un qui est venu pendant la campagne, un candidat vient présenter un programme conçu par lui, présenté sur base des indicateurs. En politique internationale, on parle des secteurs, des sous-secteurs et des vecteurs. Le secteur en soi, ils sont 5. Il y a l'économie, il y a la sécurité, il y a la diplomatie, il y a le renseignement. D'ailleurs, c'est 4, ce n'est pas 5. C'est 4. Maintenant, dans le sous-secteur, vous parlerez de la politique. Le sous-secteur, vous parlerez de l'infrastructure. Vous parlerez de la santé. Environnement, vous parlez emploi, de le social de façon globale. Les vecteurs, vous parlez des services de l'État. IGF. Vous parlez de... Comment encore? Des cours et tribunaux, peut-être? Bon, ça, ce sont des institutions. Okay. C'est vraiment catégorisé dans les institutions. Okay. Les services, vous pouvez ajouter encore ce qu'il est en train de créer là-bas à la présidence.
au Les agences, fonds de mutualité des agences chorzomatiques, tout qu'il crée lui-même les noms philosophiques et qu'il dote, sans politique réelle dans les contenus. Là n'est pas le problème, on a pardonné. Et quand un candidat vient, il a besoin de vous dire, dans le secteur de l'économie, qu'est-ce qu'il va faire. Quelle est sa politique? Comment il l'a définie? Qu'est-ce qu'il pense résoudre? Dans la sécurité, dans le renseignement, et puis dans la diplomatie. Mais quelqu'un vient au pouvoir sans aucun cahier de charge dans la diplomatie. Il se déploie dans tous les pays du monde. Il est à gauche, il est à droite, on l'appelle le premier diplomate de la République. Et vous voulez à la recherche des investisseurs? Mais les investisseurs, ce n'est pas les présidents qui les recherchent. C'est la politique qu'on a mise en place, qui est coordonnée, organisée. Et vous avez le ministère de l'économie, vous avez le ministère de l'intégration régionale, vous avez le ministère des Affaires étrangères. Vous avez mais le président doit aller pour rassurer les partenaires. Non, non. Le président ne peut pas aller rencontrer un investisseur comme ça. Dis-moi un peu, depuis que nous sommes au Congo, combien de présidents sont venus pour rencontrer les investisseurs? Pour que les nôtres commencent à aller chercher les investisseurs ailleurs. Regarde comment ça se passe pour chercher les investisseurs. Parce que Jean-Pierre, moi j'ai les ambitions de gérer ces pays avec l'audace et la détermination. Je dis toujours aux Congolais, il faut continuer à croire que c'est la première fois que les gens verront la rationalité de la vision de gouvernance dans un État. Regarde la vérité. Lorsque on parle de la gestion de l'État, on parle d'un méandre défini. Le président est déconnecté de ses boussoles de voyage multiples. Ce n'est pas lui. Quand il s'agit des affaires étrangères, il y a le ministère des Affaires étrangères qui applique la vision du président. Quand vous parlez de l'économie internationale, il y a le ministère de l'économie. Quand vous parlez de l'économie extérieure, il y a tous les ministères du gouvernement. Et le président, lui, donne la politique, il assure la supervision. Et pour revenir au bilan, 3 ans après... Alors, au bilan. 3 ans après, on économie. Nous sommes devenus le 2e pays le plus pauvre. Du temps de Kabila, en sortant, nous étions les 4e. Vous voulez avoir ces résultats? Allez sur le site la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Vous savez, moi, on dépassé les droits internationaux. Mes recherches sont fondées là-bas. Donc nous sommes les 2e pays le plus pauvres. Après le départ de Kabila, on a régressé. Ce qui veut dire que les candidats nous présentaient, c'était un candidat non idéal, qui est venu avec beaucoup de discours, avec beaucoup de promesses. Et vous tu sais qu'il promet beaucoup. Autant. Oui, il promettait. Ça fait plus de 220 promesses qu'il faut déjà évaluer. Je ne le dis pas parce que je ne l'aime pas. C'est notre frère. Moi, je ne le connais pas physiquement. Il ne me connaît pas physiquement. Nous n'avons rien en commun. Seulement, moi, du moment où il a pris la responsabilité de gérer mon pays, je dois interroger son bilan. Je ne parle pas de Papa Kayembe. Je ne parle pas de Papa de Joël Boutandou. Du président. Je parle de l'institution. Voilà. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de Tshisekedi, on les prend comme fils à Maman Marthe, l'époux à Maman Denise. Ça, c'est en famille. Ici, c'est l'État. Sur le plan économique, 2e pays les plus pauvres au monde. Vous pensez qu'à quelqu'un comme ça, vous donnez combien? Si à Kabila, on a donné les bilans 0, à lui, on donne combien? Combien? C'est ce que je dis. Kabila, nous étions 4e pays les plus pauvres. Si vous interrogez le droit international public, nous avons les États juridiquement reconnus sont à 93. Sans compter les États fédéraux. 193 États au monde. Pardon, je voulais dire 93 États au monde. Sur les 93 États au monde, nous étions 4e avec Kabila. Vous avez entendu les agitations avec l'IDPS. Mais l'IDPS au pouvoir, nous sommes 2e pays les plus pauvres au monde. Vous donnez combien? -0. -0. Parce que ceux qui ont fait la mathématique savent que -0 est un chiffre. L'UDPS je prends encore. Oui, allez-y. Social. Nous sommes les entre premier et 2e pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. C'est le premier pays au monde qui parle encore de malnutrie au monde. Nous avons 27 millions de Congolais qui sont frappés de malnutrition, dont 4 millions dans le Kassai. Les malnutries, on n'en parle plus au monde. C'est la moindre des choses, les manger. Mais chez nous, les manger est encore discutable. Donc toi et moi ici, Jean-Pierre, si nous avions mangé, c'est des choses parfois que nous n'aimons pas. Mais nous mangeons par faim. Personne au Congo ne peut dire que moi je mange à ma faim et ce que je veux. Personne. Sauf ceux qui sont au pouvoir.
Je le sais, parce qu'ils doivent aller au restaurant de temps en temps. Mais regardez la nuance. Sur le plan social, le tissu social, Tshisekedi, en étant le président de la République, en venant au pouvoir, il n'a même pas créé une unité de production sociale. Mais quelqu'un comme ça est acclamé, une unité de production sociale. Il n'en a pas créé. Mais on préfère prendre 10 millions, les intégrer dans les services qui existaient déjà, au lieu de donner 10 millions entre de là où l'argent sort, le ministère des Finances, et là où on donne l'argent, ici, on peut volatiliser déjà 6 millions. Et 4 millions peuvent se retrouver là-bas, et celui qui perçoit lui aussi a des millions à couper. Finalement, on se retrouve que c'est 2 millions qu'on a investis. Faut-il se poser la question comme Christian Bousséré? Que je t'ajoute encore. Sur le plan sécuritaire. Le Conseil de sécurité, ça, j'ai parlé ici du programme alimentaire mondial. PAM, programme alimentaire mondial. Statistique sur les sites. Ça existe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies nous dit que nous avions totalisé 13 millions de morts. Tragédiquement tués, les Congolais dans leur propre pays, on entre dans la maison, on viole les mamans, on les tue, on les étrangle, dans un œil impuissant de l'État. Ça, Tshisekedi a trouvé ça. Tshisekedi a trouvé ça. Et comment il a fait pour résoudre? Il a décrété l'état de siège. Vous savez, l'État n'est pas un héritage. Il faut faire la différence entre les maisons que Tshisekedi a laissées et l'État. Donc, Tshisekedi n'a pas hérité l'État congolais, mais il a accédé au pouvoir. Mais attends, Jean-Pierre, je ne sais pas dans quelle langue il faut commencer à enseigner ça. Quelqu'un n'a pas à hériter pour dire qu'il faut d'abord arranger la peinture, notre maison, c'est la maison de mon père. Non, non. On vous a donné l'argent, la signature. Vous n'avez plus besoin de vous plaindre, vous avez besoin d'appliquer votre politique. Il a dit qu'il a trouvé le pays, Mboka Issé-Koufa, donc il essaie de le redresser. Mais redresser sur base du bilan que je suis en train de retracer, non? Redresser n'est pas dans le discours. Regarde encore. Sur le plan sécuritaire, on donne combien? Du temps de Kabila, Kabila est parti avec 11 millions, 200 à peine, 1000 de morts. Beaucoup, nous avions décrié, il y a eu des marches que l'IDPS a organisées. Oh non, Kabila est incompétent, Kabila doit partir, Kabila. Moi y compris. Complice avec... Moi y compris. Moi, Louis-France Kouzike, ça y compris parce que j'ai marché plusieurs fois. L'IDPS vient au pouvoir, on pose la question, monsieur, nous sommes à combien? 13 millions, plus de 13 millions de morts. Au lieu que nous puissions stopper, on ne fait que monter. À 3 ans, on dit que nous, Kabila a fait 18 ans. Bon, faisons une petite addition. À 18 ans, Kabila totalise 11 millions. Toi, à 3 ans, tu es autour de 3 millions déjà. Les 11 millions, il faut noter aussi, évidemment, les massacres avec les Rwandais, les groupes armés. C'est ça, mettons ça, il n'y a pas de problème. Ils ont dit que nous mettons ça dans le lot de Kabila. Mais lui, maintenant, il faut prendre les 3 millions, les 3 ans, fois 18 ans. Si on donne à Félix Tshisekedi 18 ans, fois 3, il peut totaliser combien de millions? Et si je vous posais la question comme... vous voulez que j'ajoute un autre secteur? Si vous êtes toujours inspiré. Le deuxième secteur, vous voulez parler de la diplomatie. La diplomatie en relation internationale est définie comme le mode de coopération entre États. Il y a 3 mécanismes de coopération. 1, par correspondance diplomatique via les ambassadeurs. 2, via le ministère des Affaires étrangères. 3, via les chefs de l'État. C'est les derniers remparts. Ça commence par les ambassades, le ministère des Affaires étrangères qui est l'organe de réglementation, et puis le président de la République. Mais ici, chez nous, ça commence par le président. Donc, le ministère des Affaires étrangères ne fait rien. Il ne fait qu'accompagner le président. Vous le voyez, Christophe Lutundu, avec beaucoup de Français et beaucoup de lois dans la tête. Il est là. Il accompagne Félix Tshisekedi comme un parsec. Donc, Tshisekedi a fait des membres du gouvernement les parsecs. Monsieur Lutundu l'a fait de temps en temps de voyages. Ce n'est pas les voyages. Combien de ministres des Affaires étrangères, d'ailleurs, que vous avez entendu venir ici? Combien depuis 3 ans? Jean-Pierre, combien? Ce n'est pas nous qui devons, c'est vraiment nous qui devons défiler. Bon, là n'est pas le problème. Les renseignements. C'est un service d'intelligence. J'ai beaucoup de respect pour le service d'intelligence de mon pays. Je les encourage de travailler dans ces maigres moyens, dans les conditions horribles. Il est vrai que les choses changeront un jour, mais regardez,
Quand vous arrivez dans les frontières américaines, vous voulez entrer, la première des choses, il y a des informations qui sont transmises à l'AIN, au niveau de l'administration américaine, pour dire il y a un certain monsieur Jean-Pierre Kayembe qui est venu de la RDC, qui veut entrer dans nos frontières. Pour quelle raison? Tu es d'abord stoppé. On te check. Les services de renseignement, c'est même le pilier. Parce que c'est un partage d'informations. C'est un service de transmission d'informations. Ici, chez nous, dites-moi, on appelle ça, on travaille avec une intelligence artificielle, les appareils. Quels sont les appareils que nous avons pour détecter l'ennemi? D'abord, un, de deux. En RDC, vous apprenez que quelqu'un a quitté Zambie et est entré en RDC. Quelqu'un a quitté Rwanda, il est entré en RDC. Bon Dieu, ces gens-là qui entrent en RDC, comment ils entrent? On arrive toujours à les traquer, mais parce qu'on est en train On arrive toujours à les traquer, mais comment on a totalisé 13 millions de morts? On est en train d'acquérir... Vous savez que nous devons arrêter l'hypocrisie. Oui. Ce qui est mal avec les Congolais, c'est quoi? Quand vous quittez la caméra, vous donnez l'impression que les choses ne marchent pas. Quand vous venez devant la caméra, vous dites que les choses sont en train de s'améliorer. Cette hypocrisie, il faut abattre. C'est ce que Thomas Sankara a dit. Voilà. L'hypocrisie abat. Alors, qu'autant le président dans ce cas, au regard de tout ce que vous avez dit... Il peut avoir sur 10, 1. 1 sur 10. Le 1 là, il l'a eu dans la démocratie. Comme la liberté d'expression. Vous n'exagérez pas? Non. Si c'était sur 2, il peut avoir 1 sur 2. Si c'était sur 5, dans la liberté d'expression, il peut avoir 5 sur 10. De façon globale? D'abord, pour la liberté d'expression, le seul secteur qui a réussi. Ah, parce on était libre depuis longtemps. Ah, non. Évidemment, évidemment. Jean-Pierre. On a commencé à parler depuis longtemps. Tshisekedi a apporté beaucoup d'innovation, beaucoup d'apports. Excusez-moi, passez-moi cette petite pathologie encore une fois, dans le secteur de la liberté d'expression. Mais on arrête quand même les Jakindala, on arrête quand même... Il a 5 sur 10. Les 5 autres, prenez ça comme ces victimes-là. Okay. Et leur liberté d'expression, vous cotez ça dans les 5 qui restent. Mais au moins sur 10, il a 5. Dans les 3 ans, donc, de façon globale, si vous faites l'évaluation sur 10, c'est qu'il faut lui donner 1. 1. Parce que sur 5, il a 0. Sur 5 encore, il a 1. Sur 10, ça fait 1. Sur 5, je prends tous les autres secteurs. Sur 5 encore, je prends la liberté d'expression, je fais la sommation. Le pourcentage me donne à 1 sur 10. C'est une cote médiocre quand même quand au regard du travail. Très médiocre. Au regard du travail qu'il est en train de faire. Quel travail? Jean-Pierre, vous pensez que le travail, qu'est-ce que vous appelez des travail? Des étudiants qui vont se déplacer maintenant. Qui vont ou bien qui sont en train de se déplacer? Qui sont déjà. Mais je n'ai pas encore vu les bus là, trans. Je n'ai pas encore vu ça. J'ai deux conjugaisons avec moi. Parce que quand tu dis qu'ils vont, c'est le futur simple. En ce moment, je n'ai pas encore vu les bus transacadémiens, mais j'espère bien qu'ils vont être lancés. C'est un futur, quand vous dites... Les bus existent déjà. Attendez, Jean-Pierre. Moi, je vais prendre ce que vous dites. Quand vous dites les étudiants vont, donc ils ne l'ont pas encore. Et c'est ce régime, toutes les actions sont conjuguées au futur simple. Nous allons, je ferai, je partirai, je donnerai. Mais alors que quand vous avez le pouvoir, pendant la campagne, vos actions sont conjuguées au futur simple, aussitôt au pouvoir, c'est l'indicatif présent. C'est l'indicatif présent. Je fais. J'organise. Mais il y a eu 2 ans avec la coalition. C'est toujours la campagne électorale. La coalition avec Kabila, son clan, qui n'a peut-être pas permis à ce que les choses avancent. Et après le clan Kabila, qu'est-ce qui a été fait? Après le départ, Dieu a fait grâce, vous savez, les Congolais, Dieu les aime beaucoup. Moi, j'ai prié à la borne. Quand nous prions pour le Congo, Dieu nous exauce toujours. Dieu a créé un miracle qui n'existe pas dans le droit constitutionnel congolais de défaire une coalition politique. Vous savez, la seule disposition constitutionnelle qui consacre l'institutionnalisation de cette coalition, c'est l'article 78. Cette disposition parle de l'institution de la coalition, mais ne parle pas de la défection de la coalition. Et il n'existe pas, si je mets quiconque, n'importe quel juriste congolais, de me donner la procédure constitutionnelle ou juridique qui donne le pouvoir à un président de dissoudre une coalition politique. Ça n'existait pas. C'était une magie politique pour égoïsme politique. Haute toile de là que je m'y mette. On a caché l'incompétence derrière le dos de l'autre. Alors, Dieu a fait grâce, sans allusion aux dispositions constitutionnelles, on a quand même pu défaire. Nous avions acclamé. On a laissé les pleins pouvoirs à l'union sacrée. Résultat,
Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on a fait? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'on a fait? Sur le plan social, qu'est-ce qu'on a fait? Le peuple ne fait que croupir dans une misère horrible. Avec tous les minéraux que nous avons, Jean-Pierre, vous apprenez qu'il y a des gens qui ont des carrés miniers. Alors que nous, avec 6 millions, nous pouvons créer une industrie de transformation de nos minéraux vendus conformément aux lois, aux conventions internationales et aux lois du pays. Est-ce que vous êtes déçu? Très choqué. Très choqué. Très, très choqué. Déjà, quelqu'un qui a 1 sur 10, je suis choqué de sa gestion. S'il y avait élection aujourd'hui? S'il y avait élection aujourd'hui, prenez juste votre micro, votre caméra, sortez juste au coin ici. Posez la question, qui veut encore le 2e mandat de Félix Tshisekedi? Vous personnellement? Venez diffuser les réponses. Vous personnellement? Moi, personnellement, j'ai donné 1 sur 10. Vous avez donné 1 sur 10 au président? Mais comment? Moi, je fais des études. J'établis. Moi, je ne viens pas ici pour faire des incantations. Non, il n'a pas bien fait. Tshisekedi n'a rien fait. Non, non. J'apporte d'abord les éléments vérifiables. Après, je donne le point de vue. En ce moment-là, le point de vue repose sur le principe de l'épistémaïe. Les doxa, c'est-à-dire que l'esprit critique, l'universalité de mes points de vue. Moi, à un certain moment, je m'étais dit, je ferai de mes points de vue universels, vérifiables, certifiés. Ou même quand vous êtes en France, vous savez taper sur les sites, vous dites que lui, France a dit est vrai. Donc, en ce moment, quand je donne 1, c'est un 1 qui est vérifiable, il n'y a pas de haine, mérité. Il n'y a pas de haine dans ça. Je vais avoir haine. Pourquoi, Jean-Pierre? Moi, je vais avoir haine. Pourquoi? Vous savez que moi, je suis le seul Congolais qui a rejeté l'offre de la présidence de la République. Hein? Ils vous ont contacté? Je suis le seul Congolais qui a refusé une offre présidentielle. Ils auraient voulu que vous travailliez avec eux? C'est une demande express. Une demande express. Je crois certainement qu'ils suivront cette émission. Vous n'avez pas voulu être au service de votre pays? Je ne suis pas chercheur du travail. Déjà, je sers mon pays à SML, vous l'aviez dit. Il y a des Congolais que j'ai engagés là-bas, plus de 70 qui travaillent. Pour moi, c'est un apport pour mon pays. Quand je transmets, je diffuse les informations pour mon pays. Ça me suffit. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu travailler avec la présidence? Parce que moi, je suis quelqu'un de très rigoureux. Certainement, les gens me regardent à la télé, mais il faut suivre ma vie normale. Ma vie en dehors de la caméra. Je suis comme ça. Je fais des choses par conviction. Moi, je suis dans l'école de Niembo Pascal. De faire les choses par conviction. De me rassurer que ce que je fais n'aura pas de conséquences. Dis-moi aujourd'hui. J'ai travaillé avec Félix Tshisekedi, tu m'invites à ton émission pour que je vienne dire quoi? Il est vrai, je pouvais avoir des véhicules, des maisons, des costumes, des ceci, des voyages, mais tu auras besoin de m'inviter. Qui parle encore de Singaoudj aujourd'hui? Qui parle encore d'Atound aujourd'hui? Qui parle encore... Parce que c'est des gens qui ont... Aujourd'hui, il est difficile de défendre Félix Tshisekedi. Vous savez, quand vous servez quelqu'un sur base d'intérêt personnel, il arrivera à un moment où vous devez disparaître dans le média. Parce que vous n'aviez pas défendu votre conviction. Aujourd'hui, il est plus difficile de défendre il faut tenter, le pouvoir. il faut appeler quelqu'un quand même qui est... quelqu'un que vous connaissez qui a de la carrure, vous l'invitez à un débat, vous m'invitez, on viendra ici. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait les débats, peut-être que ça sera le premier exercice pour venir évaluer le bilan de Tshisekedi. Il est facile. Parce que les gens qui s'en sortent de défendre Félix Tshisekedi vis-à-vis de son bilan, parce qu'il rencontre des gens qui sont encore maigres ou moindres dans le débat, qui peuvent encore faire passer des conneries. Parce que vous savez, la tâche difficile que vous pouvez avoir, si je dois faire un débat avec un Tshisekediste. Vous regardez déjà à quel niveau il sera traité. Comment? Ils n'ont plus assez d'arguments. Non, il y a des gens intelligents, il y a des personnes très intelligentes aux côtés de Tshisekedi. Arguments en termes de bilan à Je défendre. ne dis pas que tous ceux qui sont autour de Tshisekedi sont des bougres. Non, il y a des hommes intelligents. C'est vrai, la majorité, c'est plus des opportunistes, des gens à peine qui ont encore un problème d'instruction très discutable. Mais il y a des hommes de grandes carrures intellectuelles. Il y a des professeurs d'université. Mais vous l'invitez dans un débat pour venir discuter les problèmes de son pays, venir dire ce que Tshisekedi a fait. Vous n'irez pas loin poser lui ce que Tshisekedi a fait sur le plan économique. Il va vous dire qu'on a amené l'impiodi. Donc on pense que acheter l'impiodi, c'est l'économie. C'est le social. Le social repose d'abord sur les prix universels. Il faut fixer les prix standards. On doit savoir celui qui achète un pain à Kingasani,
celui qui achète un pain à Gombe, celui qui achète un pain à Kisenso, Ça à doit être Ngaba, le même pain le au même même prix, prix. le même grammage. Mm. Celui qui achète le matembele, celui qui achète la mayonnaise, partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo, on doit avoir les mêmes prix. On a fini pour aujourd'hui, le France Kouziki, ça. Mais quand vous allez la même chose, mm. faites juste un tour. Achetez un pain ici, comment? Une mayonnaise ici. Achetez une mayonnaise à Kisenso, achetez une mayonnaise à Bibois, comparez les prix, achetez une mayonnaise au Kassai chez toi, achetez une mayonnaise à Païkombila chez moi dans les grands Bandundu, comparez les prix, vous comprendrez que le pays est déséquilibré, chacun met son prix en sa manière, parce qu'il y a un problème d'ingouvernabilité de l'État, il y a un problème d'insuffisance managériale dans la gouvernance de la chose publique. Comme on a fini, nous sommes le 24, adressez-vous à l'opinion, à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Quand le pays, le Congolais retenait, les pays les plus pauvres parmi les pays africains, quand Kadhafi arrive en Libye, tout Libyen devrait se faire soigner gratuitement à n'importe quelle maladie. Tout Libyen devrait aller à l'école jusqu'à obtenir un doctorat avec thèse sous frais de l'État, sans rien payer. Un pays désertique qui n'avait ni l'eau, ni pluie, a été canalisé de plus de milliers de kilomètres de l'océan en Libye, si vous calculez le kilométrage, pour arroser les pays via de l'eau qui viennent des milliers de kilomètres, ou qui vient des milliers de kilomètres. Il avait fallu un leadership de quelqu'un. La Chine aujourd'hui, la deuxième grande puissance économique mondiale, parce qu'il y a un chef de l'État qui est venu, en dépit de toutes les pauvretés du passé. Le petit Rwanda, qui aujourd'hui, vous ne pouvez même pas rencontrer une feuille sur la route, a subi un leadership. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas un seul opposant rwandais. Un opposant rwandais, ça n'existe pas. Parce que le peuple lui-même est contre les opposants. Ici, dans notre pays, le fleuve Congo est aux côtés, le peuple n'a pas d'eau. Il suffit de prendre cette eau, de transformer par le carbone et de fournir au peuple congolais. Incapable. Mais on a la prétention de bien gérer le pays sur le plan diplomatique. C'est trop magique, c'est trop savant. Pour terminer, quand un leadership solide, capable de mesurer le niveau d'instruction politique, sociale, économique du peuple congolais vis-à-vis de ses richesses, il y a des choses qu'on n'apprendra plus dans ces pays. Par exemple, la malnutrition. Par exemple, l'analphabétisme. L'UNICEF en a encore parlé. Ouais. Le peuple congolais doit faire confiance à ses idéaux du changement. Plus rien ne sera comme avant. Le pays est comme une alternative. Quand tu viens, tu ne t'en sors pas. Tu sors, quelqu'un d'autre vient, il assure le leadership du pays. Que les Congolais gardent espoir, fassent confiance à ma proposition de loi, je termine par là, portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo, c'est effectivement pour renforcer les critères pour devenir président. Ce n'est pas n'importe qui deviendrait candidat président, ce n'est pas n'importe qui doit faire la politique. Pour faire la politique, il faut avoir un métier où vous aviez déjà excellé. Nous devons évaluer quand tu étais médecin, qu'est-ce que tu as fait pour faire la politique active. Ça ne sera plus un métier des gens qui ont échoué dans la vie. Toi déjà maçon, tu as échoué dans la vie, tu prétends être meilleur politicien. Quelqu'un, le président Tshisekedi, depuis qu'il a fini les études, il n'a jamais été dans une profession. Mais quand vous allez sur son compte Twitter, il a écrit profession politique, politicien. Donc, au Congo, la politique est devenue une profession, mais non réglementée. Chacun fait les choses en sa manière. Voilà pourquoi cette loi est venue réglementer cette profession politique pour mettre de l'ordre, renforcer des critères qui peuvent faire la politique, qui ne peut pas. Merci beaucoup, Louis France. Merci Jean-Pierre Gagnon. On reviendra très prochainement pour évoquer d'autres thématiques, au besoin, avoir un débat. Avec plaisir. À très vite. Merci.